Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La page c'est DMG TV. Donc n'hésitez pas d'envoyer vos histoires. Et sachez que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Voilà, on passe à la première histoire rapidement. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Bonjour DMG. Excuse-moi, je ne veux pas me présenter parce que je ne veux pas me faire connaître au fait. Voilà, c'est une histoire que j'ai moi-même vu que je peux dire ça se passait devant moi au fait. C'est pas que qu'on m'a raconté. Bon, du coup, l'histoire s'est passée à la Guinée équatoriale. Voilà, et du coup, c'était en 2014. Et je venais à peine d'arriver là-bas et vu que c'est un pays où on parle espagnol, bon, du coup, c'était pas aussi trop facile pour moi. Et vu que c'est le travail déjà qui m'avait amené là-bas, du coup, bon, il fallait s'intégrer et tout. Entre-temps, il y avait une jeune fille qui travaillait pour une Guinéenne son mari avait bien les moyens. Et cette fille, vu que quand je venais d'arriver, au fait, elle me méprisait au fait. Bon, moi je comprends. Je sais quand tu viens d'arriver quelque part, c'est pas évident. Alors la fille, comme je viens de dire, je veux l'appeler peut-être Mimi, un peu comme ça. Alors, vu que Mimi travaillait chez la dame, la guinéenne, et son mari, il avait des moyens. Alors un jour, avec son épouse, ils ont eu des problèmes avec la dame, sa patronne. Son mari est venu lui-même, il a fermé le magasin. Et c'était un magasin où on vendait des trucs un peu crochets. C'était un magasin où on vendait des mèches. Là-bas, on appelait les wakati. C'est comme au pays, on appelle les brésiliennes. Et les monts crochets, des trucs, des parfums, des trucs vraiment chic et des trucs de marque, au fait. Alors, elle se retrouvait sans travail. Et je tiens à préciser que cette fille était une fille très belle. Franchement, quand on dit une personne belle, très belle, et c'était une Camerounaise comme moi, très très belle. Et claire de peau, velue, tu vois, je sais pas si tu connais un peu de ce genre de filles rondes là et très bien formées. Alors, comme je dis, Mimi s'est retrouvée au chômage. Et elle est venue où je travaillais parce que lorsqu'elle venait même pour se faire belle, pour s'entretenir, pour prendre soin d'elle, elle n'aimait pas trop que je la touche. Au fait, comme je viens de dire, j'étais nouvelle et tout. Alors, elle a dit qu'elle va travailler à son propre compte. Elle va ouvrir un bar, restaurant. Pour ceux qui ont fait la Guinée, ils peuvent comprendre un peu de qui je parle, surtout parce que la ville, c'était à Mongomo, c'est le village du président en fait. C'est un petit village. Alors, elle a dit qu'elle va travailler à son propre feu et elle a ouvert un bar. Elle devait faire un bar-restaurant qui était très bien placé au bord de la route. Alors, un jour, elle va aller au pays, au Cameroun, et revenir lancer vraiment son activité, vraiment. Alors, elle part, elle revient. Quelques semaines, moi, j'avais appris qu'elle est retournée, mais qu'elle était un peu malade. Moi, je me suis dit, ah bon, c'était les maladies comme ça. Un jour, je pars au boulot, je la croise assise devant son bar. Il dit, mais Mimi, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, ah, je suis malade depuis que je suis rentrée. Alors, je traverse, comme on n'était pas trop proche, je traverse quand même, vu que c'est la maladie, et qu'elle avait maigri. Elle avait beaucoup maigri. Je viens vers elle, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit qu'elle allait à l'hôpital, elle a fait tous les examens, c'est négatif. Elle me dit, tu peux même croire que j'ai le VIH, même ça est négatif. J'ai dit, mais c'est quelle maladie comme ça alors que tu as? Elle dit qu'elle ne sait pas. Alors quelques jours plus tard, il y a une de ses soeurs qui vient au salon, qui sont allées voir un prêtre, un pasteur exorciste. Et le pasteur dit qu'il y a un truc dans sa maison qu'il faut qu'elle fasse, faire sortir son âme. Ils amènent à l'église.
Alors, quand ils sont allés, ils ont trouvé une grosse marmite sous son lit, avec des trucs plein dedans, des herbes, des choses bizarres, mystiques. Le pasteur dit que non, il y a une chose qu'il faut qu'elle donne, qu'elle-même, il faut qu'elle retire, parce que ces choses-là qui le bloquent, qui le rendent malade. Le pasteur a demandé qu'il faut elle se converse. Alors, ce qui se passait, c'est quoi? C'est que lorsqu'elle partait au Cameroun, elle avait croisé elle avait une amie qui était anglophone. L'anglophone lui dit d'envoyer dans son village, à Bamenda, de rencontrer un monsieur qui devait lui donner des remèdes qu'elle vient mettre dans son bar enterré pour avoir des grands clients. Et comme ça, son bar devait tourner 24 sur 24. Et apparemment, elle n'a pas su respecter les conditions. Et ça s'est retourné en fait. Et cette fille ne faisait que maigrir de jour en jour. J'ai dit une personne peut-être qui est à 80 kilos, qui, qui perd le poids jusqu'à ce qu'elle descende à 30 kilos, 40 kilos, un truc comme ça. Elle était méconnaissable. Alors, et on ne sait pas vraiment, moi je ne peux pas vous dire n'importe quoi parce que vraiment, on ne sait pas si on lui demande une personne qu'elle n'a pas pu donner. C'était pas vraiment, cette fille, la maladie n'a pas duré un mois. Il fallait qu'on cotise pour la renvoyer au pays pour qu'on puisse soigner. S'il fallait qu'on lui ramène chez l'anglophone pour qu'on essaie qu'il essaie de la soigner, on sait, voilà. Alors, temps d'arriver au pays, de voir trouver une solution et tout, elle n'a pas survécu et puis elle a rendu là. Vraiment, parce que c'était, ça a choqué tout le monde en fait. Parce que d'une personne qui brillait comme le soleil, la fané comme ça et mourir comme ça parce que elle voulait travailler, avoir des clients et elle a perdu sa vie comme ça. Et le moral de l'histoire, c'est quoi? C'est que vraiment, nous les filles, surtout que nous sommes à l'étranger et que nous voulons toujours être le m'as-tu vu, je suis plus que toi, je te dépasse, machin, truc. Franchement, on n'est pas, la vie, c'est pas la concurrence, au fait, c'est pas une course. C'est pas une course, vraiment. À mes jeunes sœurs, allons doucement. Qui va doucement va sûrement. Ça ne sert à rien de courir, de vouloir aller faire des trucs que peut-être c'est même pas que tu sais même pas si comment la fin va être au fait. Et perdre sa vie comme ça, laissant un enfant qui a besoin de toi et tout, vraiment, ça fait vraiment beaucoup mal. Voilà. C'est un peu ça, au fait, que nous, vraiment, nous fassons très attention. Voilà, parce qu'il y a des gens qui peuvent aller pratiquer sa marche, on ne connaît pas. Les gens ne sont pas pareils. Toi, tu ne sais pas comment tu es. Bon, il y a les gens qui sont initiés, qui savent comment gérer leur cul. Voilà. Bon, c'est un peu ça, je ne peux pas être trop long et je te passe une bonne soirée et liker, partager, voilà. Au revoir. Ok, maintenant on passe à la deuxième histoire. Merci pour l'histoire. Merci pour l'histoire. Deuxième histoire. Bonsoir à tous et à toutes. Je prie que la paix, la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient tous accordés abondamment. Je suis à ma quatrième histoire. Je pense qu'aucune d'entre elles n'a encore été diffusée, mais bon, j'en vois encore celle-là qui va s'intituler Le mystère de l'intuition d'une mère. Et c'est une histoire d'ailleurs personnelle. Il y a, quand notre enfant était encore, je crois, 8 mois ou 6 mois, il faisait les 4 pattes, il était
À ce tube-là, il bougeait un peu partout, il touchait à tout, comme tout enfant de cet âge qui est à l'âge de la découverte, d'expérimentation et tout. Mon épouse me dit qu'elle était couchée un après-midi, elle dormait profondément. Et la fille de ménage, qui était aussi la nounou de l'enfant, était assise au salon, était au salon avec l'enfant. Donc elle, naturellement, bon, s'inquiète de rien, elle se couche, elle s'endort. Mais arrivé un moment, elle entend une voix qui venait de derrière la fenêtre qui disait « Un enfant tombe ». Nous étions à l'étage, je crois au 3e étage. Un enfant tombe, un enfant tombe. Donc elle était dit qu'elle dormait profondément, elle savait, c'était comme dans son rêve. Donc elle dit bon, ça n'est pas préoccupé d'abord. Elle a continué à dormir et la voix s'est fait insistante. Elle entend une voix intérieure qui lui dit lève-toi, lève-toi. Donc elle se lève, elle s'assied au bord du lit et elle attend. Et la voix qui répète un enfant tombe, un enfant tombe. C'est plutôt un bébé tombe, un bébé tombe, un bébé tombe. Elle était encore toute groggy, mais la voix lui dit va voir, lève-toi, va voir. Donc elle se précipite au salon, elle trouve la fille de ménage qui est plongée dans une vision, disons même paranormale, quasi hypnotique de telenovelas et qui a oublié complètement l'enfant. Et maintenant elle cherche, elle dit la fille de ménage ne l'a même pas vu venir. Donc elle lui demande et se trouve l'enfant, où est l'enfant, et l'enfant. Essentiellement, elle se lève, elle cherche, et on entend encore la voix, elle entend encore la voix, un bébé tombe. Donc c'est là, elle regarde au balcon, elle voit les mains de l'enfant agrippées au bas du balcon, c'est-à-dire la barrière du balcon, la barrière en fer protectrice, l'enfant est accroché à ça. Et juste en bas de lui, il y avait un arbre qu'on venait de tailler, on venait juste de tailler. Et comme ce n'était pas bien taillé, d'ailleurs, on se plaignait de ça, que ce n'était pas bien taillé, c'était encore très pointu. Il y avait un morceau qui pendait, qui était assez effilé, qui pouvait transpercer quiconque tombait dessus. Donc ce bout-là, l'enfant se balançait dans ce vide-là, au-dessus de ce tronc d'arbre mal taillé. Donc prise, elle était quasi paniquée, elle attrape la main de l'enfant, qui la regarde en souriant, elle le hisse et le fait entrer de l'autre côté. Mais la partie mystérieuse, c'est que les enfants jouaient là, nous sommes dans un couloir et le terrain est assez éloigné du couloir. C'est assez difficile pour un ballon d'arriver dans ce couloir lorsque les enfants jouent. Mais ce jour-là, le ballon, je ne sais pas par quel miracle, le ballon est arrivé dans le couloir. Et c'est en venant chercher le ballon que l'enfant a découvert cette scène-là et s'est mis à crier « Un bébé tombe, un bébé tombe ». Ce qui a littéralement sauvé la vie de mon fils. Et aussi, cet instinct maternel-là qui a poussé la femme à dire « Quelque chose ne va pas, il faut que j'aille voir ». Et cette voix qui lui dit « Lève-toi, va voir, lève-toi » avec insistance. Après, je me disais, si c'était moi, peut-être que je n'aurais même pas entendu cette voix. Je serais tellement profondément endormi en toute insouciance puisque la fille de ménage est là. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? Mais elle a senti tout ça, que quelque chose n'allait pas. Cet enfant est venu dans le couloir, a commencé à crier, ce qui a alerté les gens, surtout mon épouse qui a pu extirper l'enfant de ce danger-là. Mais vous vous en rendez compte, je ne sais pas comment décrire, mais c'est difficile pour le ballon d'entrer dans le couloir. Le ballon peut aller tout droit, puisqu'il y a un grand mur planté devant. Donc ça veut dire que le ballon va taper ce mur-là d'une concession d'ailleurs et rebondir pour partir, mais pas aller dans le couloir de l'appartement où nous vivions. Mais le ballon allait là pour permettre à ce qu'on vienne pour pouvoir sauver l'enfant. Et mon épouse me dit après, lorsqu'ils ont fini de faire toute cette manœuvre pour hisser l'enfant, elle est descendue pour essayer de retrouver ce garçon pour lui dire merci, mais il n'y avait plus personne. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte de cette puissance mystérieuse, cet amour divin de notre Père qui a envoyé un ange pour venir sauver l'enfant. L'enfant tombait outre la hauteur, mais il y avait ce tronc d'arbre mal taillé. Il se serait affalé dessus. Et au pire des cas, il tombait, il se fracassait sur
les morceaux de gravats qui traînaient au bas. Donc à tous les coups, c'était une mort assurée pour un enfant de cet âge, 8 mois à peine. Donc c'est pour dire que je profite de cette histoire d'ailleurs pour tirer mon chapeau à toutes les mamans qui nous écoutent, qui sont abonnées à cette page ou qui vont le devenir, toutes les mamans du monde entier. Je vous tire mon chapeau et je vous dis merci pour tout le travail que vous abattez. C'est un travail merveilleux, fantastique et extraordinaire. Et seul Dieu pourra vous bénir pour ça. Merci les mamans. Donc c'était toute mon histoire et que personne n'oublie de liker, de commenter et puis surtout de partager pour pouvoir atteindre le plus grand nombre de personnes pour sensibiliser. Du courage et merci à toi DMG. Portez-vous bien. Voilà, maintenant on passe à la troisième histoire. Allô, bonsoir DMG. Comment vous allez? Oui, j'aimerais raconter une histoire qui s'est passée dans mon village. Il y a un jeune et il est jeune, il est très jeune. Quand il a commencé sa vie, il aime chercher les femmes. Il aime chercher les femmes. Souvent, il sort, il va en boîte. Au retour, il doit toujours amener une fille chez lui à la maison. Donc, c'est comme ça qu'il se comportait tous les jours. Tous les jours que lui, il a le temps, il sort. Quand il va en boîte, il vient toujours à la maison. Il vient toujours dormir avec une fille à la maison chez lui. Et un jour, on était au moment de la fête. Il était parti en boîte. Il est parti se chauffer bien. À son retour, il a encore envoyé une fille. Il a envoyé une fille chez lui à la maison. Au moment où il passait, les gens l'ont vu même. Mais les gens ont vu qu'ils ont constaté quelque chose chez la fille que c'était pas normal. Quand les gens voulaient parler, il s'est fâché. Il a pris la fille. Il est rentré chez lui. Ils se sont dormis. Quand il dormait dans la nuit profonde, vers 3h, 4h comme ça, il se réveille pour aller pisser. Il voit que la fille est devenue cercueil sur son lit. Il a commencé à crier, jusqu'à les voisins sont sortis. Et tout le monde ils sont partis chez lui pour voir. On voit une cercueil comportant un corps sans vie, bien habillé dans le cercueil. Le jour-là, c'était pas facile, hein? Le jour-là, tout le village s'est mobilisé. Ils sont partis appeler les gens. Ils ont tout fait. Le cercueil-là, il a refusé de partir jusqu'à toute la journée. Elle est restée. C'est dans la nuit, dans la nuit, que quand ils se sont couchés, on a appelé un marabout. Il est venu. On a appelé les prêtres aussi, ils sont venus prier jusqu'à ça n'allait pas. C'est quand la nuit est tombée que le cercueil a disparu chez lui. Voilà mon histoire, ce que je voulais vous conter.
J'ai beaucoup d'histoires, hein, BMG. Mais là, j'ai un peu sommeil et puis je suis un peu fatiguée aussi. Demain, je vais vous encore conter encore une autre histoire. Ok, merci BMG. Merci beaucoup. Bonne nuit. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 4e histoire. Surtout, likez, commentez, partagez. Je suis de la Côte d'Ivoire, précisément à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis né dans une famille maternelle, c'est-à-dire la famille de maman. Et le jour de l'accouchement, puisque d'après ce qu'ils m'ont raconté, les jours de l'accouchement, ma maman était très jeune avec la grossesse. Donc, le village, c'était la première fois qu'une très jeune fille était enceinte et elle était sur le point d'accoucher. Et bien dit, c'était un enfant prématuré. Puis au village, il n'y avait pas de soins appropriés. Donc, c'était un silence total. Soit l'enfant mourait ou sa mère restait. Donc, c'était silence total. Et quand elle m'a mis au monde net, elle s'est évanouie. Donc, les gens m'ont abandonné, mais ils ont pris la maman pour l'envoyer en ville pour aller chercher les soins. Et c'est mon arrière-grand-mère qui s'est occupée de moi pendant ce temps. Pendant ce temps, j'étais un bébé, pas tout en forme, un peu... Bon, les gens disaient que je n'allais pas vivre parce qu'un enfant prématuré au village, il est né bizarre. Donc, ma grand-mère, d'après elle, a coupé les graines non mûres là. Elle a préparé ses somnaux là, elle m'a lavé avec, ainsi de suite. Pendant des mois, quelques mois, et c'est ma grand-mère qui m'allaitait. C'est mon arrière-grand-mère qui s'occupait de moi, mais c'est ma grand-mère qui m'allaitait parce qu'elle avait un bébé en main. Donc, quand j'avais 2-3 ans, c'est mon arrière-grand-mère que je connaissais comme maman. Parce que c'est à elle, j'étais tout le temps. Quand elle veut bouger, c'est moi. Partout elle veut partir, c'est moi. C'est ainsi un jour, elle dit, on va aller en voyage. Et comme à l'accoutumée, quand ma grand-mère dit on va aller en voyage, c'est tout en contemplation, on découvre les villages voisins, on va voir les parents lointains. Elle me raconte toutes les histoires possibles. Donc ce soir-là, j'ai pris le bagage de ma grand-mère et moi. Et on a commencé à partir. Elle avait une canne. Et j'ai attrapé la canne. On a parcouru environ 4 villages. Et c'est au 5e village qui était notre destination. On est arrivé vers les 17h, 18h. Par là, on est allé dans notre famille d'accueil, qui était aussi des parents. Et ils étaient encore au champ. Donc ce sont les enfants qui nous ont reçus. Ils nous ont donné de l'eau à boire. Ma grand-mère s'est endormie. Donc, le soir venu, les parents sont revenus du champ. Ils nous ont reçus, ils nous ont donné à manger. Mais ils n'avaient pas de place dans leur maison. Ils nous ont logés dans une chambre-salon qui était un peu le dos dans la brousse. Donc il y avait le lit villageois là, et les matelas villageois là. Le lit en bambou et puis le matelas qui m'a piqué. Ce qu'on fait, les sacs là. Donc, déjà la maison appartient à un défunt. C'est-à-dire, il y a un monsieur qui allait à l'aventure dans ce village. Et il travaillait pour les gens dans ce village. Il était gentil. Il travaillait dans le champ des gens, on lui donnait l'argent. Même quand tu n'as pas l'argent, il partait travailler pour toi. Ne serait-ce que pour avoir quelque chose pour manger. Ce monsieur était quitté loin, très loin pour venir dans ce village.
D'après l'histoire, le monsieur serait mort déjà là-bas et il est revenu à l'aventure. Donc, comme lui-même il est gentil, il a aidé les gens. Quand il est tombé malade dans ce village-là, aucun des villageois ne s'est occupé de lui. Il était malade, il n'arrivait plus à manger. On peut même dire que c'est la faim qui l'a tué. Et quand il est mort, ils l'ont enterré. Et chaque fois quand il y a un étranger qui vient, c'est dans sa maison qu'on loge les étrangers. Bon, c'est comme ça qu'ils nous ont donné la maison là. On s'est lavé, ma grand-mère, moi, je me suis lavé. Bon, elle m'a lavé et puis elle s'est lavée. On allait dormir. Moi, je suis un enfant qui ne dort pas trop vite. Je dors toujours après 22h, 23h par là. Mais depuis mon bas âge, je suis un peu clairvoyant. Quand je suis quelque part, quand c'est un esprit qui est là, ou bien quelqu'un qui est en train de faire des choses un peu bizarres, mystiques, je vois. C'est ainsi que ma grand-mère s'est endormie. Moi, je suis couché sur la nuque, mais je ne dormais pas. J'entends quelqu'un qui est en train de gronder seul, il parle seul, genre il est nerveux, il parle et puis il ouvre la porte, il rentre, commence à parler. Que nous, j'étais malade dans le village, là, personne ne m'a aidé, personne n'est venu à mon secours, je n'arrivais même pas à manger. Maintenant, c'est dans ma maison, on loge tout le monde, chacun vient, on le loge, chacun vient, on le loge. Aujourd'hui, là, on va voir qui a frappé tous ceux qui sont dans la maison, là. Donc, quand il est rentré dans la maison, je n'avais plus de force, j'étais affaibli. Ma grand-mère, elle dormait tellement profondément que il ne savait pas si elle savait, mais elle dormait profondément. Donc, je suis couché là, mes yeux sont ouverts, je vois le monsieur. Mais il ne peut rien faire. Je n'ai aucune force, je suis affaibli. C'est ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Il vient me regarde. Il regarde ma grand-mère. Il dit, ah, je ne le connais pas. Ah, je ne vous connais pas. Sinon, si je vous connaissais, si vous étiez les gens de ce village, j'allais vous frapper. Le monsieur a parlé toute la nuit, toute la nuit. Et quand on fait 4h, 5h, il dit, bon, je m'en vais. Je m'en vais. Mais garde aux villageois. Ceux du village, il a trouvé un dans ma maison. Et quand il est parti, je n'ai pas dormi, il m'a fermé l'œil toute la nuit. Et puis, il y a un peu de force qui est venue à moi. Et je regarde, je réveille ma grand-mère. Je dis, ah maman, tu dors pas? Il appelait maman, il ne savait même pas que c'était ma grand-mère. Il dit, ah maman, tu dors? Elle dit, oui, je dors, il y a quoi? Il dit, mon corps est chaud, je ne me sens pas bien. Elle dit, il y a quoi? Il dit, ah, mais depuis qu'on est rentré dans la maison, dès qu'il y a un petit sommeil qui venait dans mes yeux, dès qu'il a eu un peu de sommeil, il y a un monsieur qui est rentré, il dit c'est sa maison. Parce que comment il est, voilà comment il est, voilà comment il est. Elle dit, ah, il dit oui. Il a parlé toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. Elle dit, ah, elle dit, tu n'as pas rêvé. Il dit, je n'ai pas rêvé, maman. D'accord. Après, on s'est rincé, on est parti dans l'autre cour. Donc, elle a oublié, nous ont donné à manger. Elle a oublié. Elle est en train de dire encore. Maintenant, vers 17h, 18h, il dit, maman, il ne dort pas là-bas aujourd'hui. Hein? Il dit, il ne dort pas dans la même maison. Là. C'est là qu'elle s'est rappelée, elle a appelé la maman qu'on allait voir. Là. Elle dit, ah, mais la maison que vous nous avez donnée, c'est la maison de qui? Elle dit, mais il y a quoi? Pourquoi on pose cette question? Ah, mon fils, on a dormi là-bas hier. Là. Mon fils dit que le propriétaire de la maison est venu la nuit. Voilà comment il est, voilà comment il est. Puis je l'ai décrit en même temps. Il dit, oui. Ah, il dit que c'est sa maison, quelqu'un était malade là. Vous n'avez rien fait pour lui, vous l'avez laissé à son propre compte, il est mort maintenant, c'est dans sa maison, vous logez tout le monde. Elle dit, ah, oui, oui, évidemment, oui, c'était un étranger qui était là, qui était malade, il a continué, il est mort. Mais sa maison là, on donne ça quand il y a un étranger. Il dit, nous, on ne dort pas là-bas. Il dit, s'il a trouvé villageois, mais il va frapper. Non, nous, on ne dort pas là-bas. C'est ainsi, nous ont logé ailleurs. Et le lendemain, ma grand-mère et moi, on est retournés chez nous. Donc, ça vous dit que les morts ne sont pas morts en Afrique. Et les révérends existent. Vraiment, les révérends existent vraiment. Merci. Et c'est un conseil pour les frères et sœurs aussi. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 5e histoire.
Bonjour DMG. Tout d'abord, je tiens à te féliciter pour le concept de ton émission. C'est vraiment Dieu qui t'a guidé, qui t'a inspiré pour que tu mettes cette émission sur pied. Toi-même, tu ne peux pas savoir à quel point ton émission est salutaire parce que elle ouvre les yeux à beaucoup de personnes qui vivaient dans la naïveté, dans l'ignorance. Parce que beaucoup de personnes perdent leur vie ici dehors à cause de l'ignorance. Et toi, justement, grâce à ton émission, tu viens comme faire dissiper les ténèbres. Parce que ton émission apporte la lumière sur la réalité cachée du monde. La réalité cachée du monde qui est la méchanceté. Donc vraiment, je te félicite. Et à nous aussi de la communauté DMG, de continuer de te soutenir, mais aussi de faire quelque chose de très simple. Liker, partager, c'est pour sauver le maximum de vies possibles. Alors l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est une histoire qui s'est déroulée au Cameroun. Sur l'axe Crébi et Bolva Paracom 2, les faits se sont passés dans mon village. Alors, il s'agissait d'un vieux du village, je vais lui donner un nom imaginaire, le vieux Nanga, qui bloquait la finalisation des travaux de construction du pont. C'est-à-dire que l'entreprise avait commencé à construire le pont des deux côtés et puis on avançait vers le centre pour venir coller. Mais à chaque fois que on est sur le point de coller le pont, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. À chaque fois qu'on est sur le point de coller le pont, il y a toujours quelque chose qui vient gâter les travaux à la fin. Bon, la réalité aussi voudrait que la plupart des ingénieurs de ponts et chaussées là, c'est aussi des initiés. Ils ne sont pas simples. Bon, et aussi, dans le chantier, il y avait des gens du village qui travaillaient, qui disaient à l'ingénieur-chef que, attention, patron, c'est telle personne du village, c'est tel vieux, c'est lui qui bloque le pont. Donc, l'ingénieur-chef du projet, l'italien, je vais lui donner un nom d'emprunt, l'ingénieur Mastroni, donc, a repris une énième fois les travaux pour coller le pont. Et la nuit, c'est-à-dire la veille du jour où maintenant il devait coller le pont, il est parti dans la sorcellerie des gens du village. Donc, arrivé là-bas dans la sorcellerie des gens du village, il a lancé un défi au vieux Nanga. Bon, il dit au vieux Nanga que j'aimerais voir si tu peux être capable de faire quelque chose que moi je vais faire, afin de voir si tu parviens à le faire, je saurai que tu es véritablement puissant. Le vieux Nanga lui dit que vas-y, fais ce que tu as à faire. Je verrai ce que ça peut être pour que moi aussi, moi Nanga, je ne sois pas capable de le faire. Donc, l'ingénieur-chef a commencé, il a dansé, il danse. Allez, vite! Il entre dans la bouteille. Arrivé là-bas dans la bouteille, il danse. Et puis, vite, l'ingénieur, il dit au vieux Nanga que bon, si toi aussi tu peux être capable de faire ça, je saurai que tu es puissant. Le vieux Nanga a d'abord éclaté de rire. Il demande à Mboulou que Djenina Bodji, c'est-à-dire que ce que celui-ci fait ci, c'est quoi? Après, il poursuit en disant que Mazuliti Yena Joma Bodjina Enjik Bodjo Mezing. C'est-à-dire que je vais lui montrer que ce qu'il fait ci n'est rien. Alors, le vieux Nanga a dit à son tour. Il danse. Il arrive, il entre dans la bouteille. Et dans la bouteille là-bas, il danse. Et c'est là où l'ingénieur maçonnier ne peut pas fermer la bouteille. Il a fermé le vieux Nanga dans la bouteille. Le lendemain, donc, c'est là où on a pu enfin coller le pont. Et le jour suivant, le vieux Nanga est mort. Donc, c'est une façon de dire que beaucoup de projets dans nos localités qui ne marchent pas. On dit, oh, la route, il n'y a pas la route.
il n'y a pas la route. Beaucoup de projets qui ne marchent pas. C'est parce que il y a des vieux dans les villages qui bloquent. Il y a, comme le vieux qui bloquait le pont là. Tant qu'on ne l'anéantissait pas, le pont ne pouvait pas être collé. Tous les jours, on voit, s'agissant de cette route Kribi à Komdeu, comment la plupart des chaînes de télévision du Cameroun se font l'écho de relaient la souffrance des populations de ces localités-là. Mais cette route est impraticable, surtout en saison de pluie. On voit tous comment les chaînes de télévision du Cameroun viennent en aide à cette souffrance que ces populations vivent. Bon, le gouvernement a même pris le problème à bras du corps. Le ministère des Travaux publics a lancé un avis d'appel d'offres international. On a recruté une entreprise italienne. Tout est fin prêt. Mais il y a toujours quelque chose qui vient faire que la route là est toujours bloquée. Le projet n'avance pas. Et c'est comme ça depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc, c'est des réalités qui font que parfois, on se dit que non, c'est le gouvernement qui ne veut pas faire la route. Parfois, on se dit que non, la route est bloquée à cause de telle raison officielle. Ah, c'est faux. C'est les papas des villages qui sont là, qui font la sorcellerie. C'est eux qui bloquent la route. Ben, ils ne veulent pas le développement. Et là, maintenant, vous savez, les choses de la sorcellerie, c'est comme quand on lance peut-être un mauvais sort à quelqu'un. C'est-à-dire que quand on lance un mauvais sort à quelqu'un, quand on va à l'hôpital, on va te dire que la personne est morte de ceci, de cela. C'est-à-dire que médicalement, on va toujours trouver une raison, un diagnostic médical au mauvais sort qui a été lancé sur le plan mystique. C'est aussi comme ça avec la route. Quand ils font leur sorcellerie là pour bloquer la route, mais il y aura toujours des raisons qui officiellement vont venir apparaître que maintenant, les travaux ne sont pas lancés à cause de ceci, les travaux ne sont pas lancés à cause de ça. Mais au fond, c'est eux qui bloquent. Donc, la moralité de l'histoire, c'est pour dire que quand on voit des projets qui n'avancent pas, des projets qui sont bloqués, surtout certains projets comme celui-là, où le gouvernement est déjà allé jusqu'à cibler une entreprise pour venir travailler, pour venir faire les travaux, tout est déjà fin prêt officiellement, mais il y a toujours quelque chose qui bloque, et ceci depuis des décennies, parce que la route là, c'est toujours comme ça. Depuis les indépendances, il y a toujours quelque chose qui vient bloquer pour que ces travaux-là ne se fassent pas. Il faudrait que, à l'origine de cela, face à de telles situations de blocage inexplicable, que les populations des villages demandent aux papas dans les villages que vraiment les papas, est-ce que en réalité vous voulez vraiment que cette route passe? Parce que tant que ce problème n'est pas résolu à la base. Et si c'est eux, dans les villages, avec la sorcellerie, qui bloquent la route ne va jamais passer. La route là, ça va faire même 1000 ans là, ça ne va jamais passer. Il y aura toujours une raison qui, sur le plan officiel, va venir apparaître que les travaux ne se font pas à cause de ceci, les travaux ne se font pas à cause de ça. Or que c'est les papas des villages. Quand le vieux Nanga bloquait le pont là, mais il y avait toujours une raison qui, sur le plan des techniques du génie civil, des techniques des ponts et chaussées, venait dire que non, on ne parvient pas à coller le pont à cause de ceci, on ne parvient pas à coller le pont à cause de ça. Mais en fait, c'était la sorcellerie du vieux Nanga qui faisait qu'on ne... Mais c'est ça, qu'on ne parvienne pas à coller le pont. Et quand l'ingénieur l'a neutralisé, le lendemain, on a collé le pont. Donc, c'est aussi comme ça. La moralité, c'est qu'il faudrait que les populations de ce tronçon-là parlent à leur papa pour demander à leur papa que vraiment les papas, est-ce que en réalité vous-même vous voulez que la route s'y passe? Parce que nous avons déjà trop souffert. La route doit passer. Laissez donc passer la route. Donc c'est ça. Alors, et c'est le cas pour cette route-là. C'est aussi le cas pour beaucoup d'autres routes et de projets dans le pays où les populations sont sujets à ces phénomènes de sorcellerie maléfique. C'est-à-dire, on dit la sorcellerie maléfique, c'est vraiment la sorcellerie où l'être humain fait le mal pour nuire. Pour nuire. Il bloque les routes, il bloque des ponts, il bloque des choses comme ça. Donc, c'est un peu ça. DMG, encore courage, félicitations. Nous te soutenons.
Et à la communauté DMG, merci pour l'édification à travers chacune de vos histoires. Et continuons de liker et de partager. Merci et bonne soirée à tous. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Salut DMJ, c'est pour raconter mon histoire. C'est mon histoire personnelle. En fait, je fréquentais dans un collège de la place situé à Terminus. Terminus, oui. Chaque matin, j'allais à l'école. Je faisais 6e. Chaque matin, j'allais à l'école avec un camarade de classe. Il venait me chercher quotidiennement. Nous allions à l'école chaque matin. Un matin, il vient me chercher. Nous sommes à mi-chemin pour l'école. Il y a une voiture, une grosse voiture. Je crois que c'était une Prado. La Prado gare, c'était un jeune monsieur, un jeune gars. À l'époque, nous étions encore très petits. C'était un jeune gars quand même. Quand tu voyais, il nous dit qu'on monte. Il nous laisse à l'établissement puisque lui-même, il passe par là. Ah. Il dit à mon ami qu'on part, non. Mon ami dit ok. C'est mon ami qui me dit qu'on part. Moi, j'avais d'abord peur puisque mes parents m'avaient toujours interdit de monter, de partir avec les étrangers et tout. Mon ami me dit qu'on part. Moi, j'ai peur. Il dit qu'on tu as peur de quoi on part. Ok, on monte à l'arrière. Le monsieur était tout souriant, il était très gentil. Ça va bien. Vous faites quelle classe et tout? On dit on fait 6e. Il faisait 6e, oui. Il dit on fait 6e. Il dit oh là, vous fréquentez dans un grand établissement, c'est bien, c'est bien. Chose curieuse, sur le même tronçon, il y avait d'autres élèves du même établissement. Mais il ne s'est pas arrêté pour les porter. Donc, comme il nous a porté nous deux, il ne s'est pas arrêté. Pourtant, il a une grosse voiture qui pouvait porter même 5 personnes, 7 personnes. C'était une Prado. Et comme nous étions petits, ça pouvait porter même 7 personnes. Mais il ne l'a pas fait. Et il a dit qu'il passe pour nous laisser. Il est passé. Moi, j'ai soufflé à l'oreille de mon ami. Comme nous étions à l'arrière, j'ai soufflé à l'oreille de mon ami que si le monsieur-ci continue tout droit, puisque la route normale, quand on arrive au rond-point CCC, on doit virer, monter vers Isakam pour arriver à l'établissement. Moi, je lui ai dit que s'il continue, j'ai dit à mon ami que s'il continue tout droit vers Ndokoti, moi, j'ouvre la portière, je saute. Puisque je voyais trop les films maintenant. Pour moi, sauter d'une voiture à marcher, c'était évident. Mon ami dit que moi-même aussi, j'ai fait pareil. Comme on était à la malle arrière, on était à l'arrière de la voiture. Chacun de nous était à côté de la portière. On avait arrêté la portière. Que dès qu'il fait comme s'il veut continuer vers Ndokoti, on saute seulement. Il arrive au rond-point CCC. Il tourne normalement. Vroom. Merde. Il part nous laisser. Il arrive à l'établissement même. Dès qu'il gare, il nous gronde de sortir de sa voiture. Sortez de ma voiture, sortez rapidement. Hey. Il dit encore c'est encore quoi comme ça? On sort rapidement. Quand on sort maintenant dans la précipitation, il nous appelle encore, il dit que venez. On revient, il nous dit ceci. Si quelqu'un vous demande encore de monter dans son véhicule pour vous laisser, il faut refuser. Vous me suivez? On a dit oui, on a suivi. Il dit que vous refusez. On a dit que ok, monsieur, on a suivi. Directement, il a démarré, il est parti. Cette histoire-là, ça m'a toujours... Je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il voulait faire avant que ça n'a pas marché. Donc, soyez vraiment... Je demande aux parents de 10 ou 11 enfants d'être beaucoup vigilants, beaucoup. Peut-être ce jour-là, c'est Dieu. Je ne peux pas dire peut-être, mais je suis sûr que c'est Dieu. Puisque ce monsieur avec d'autres résidents en tête qui a seulement changé à mi-chemin. Donc, je demande beaucoup aux parents d'être vigilants. Merci pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 7e histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG. DMG, je te suis depuis et j'écoute tout le temps tes histoires. Je rate pas tes histoires que tu postes à 12h, je rate pas les directs. Je suis toujours là, mais j'avais pas encore raconté une histoire. Mais quand vous savez tous le slogan, liker et partager pour sensibiliser plusieurs personnes, c'est ça en fait le plus important. Voilà, DMG, je suis une jeune Gabonaise. J'ai passé pratiquement toute ma jeunesse au Gabon.
au Gabon, précisément dans une ville du Gabon à Moanda. Pour les Gabonais, ils vont connaître en fait. Et en ce moment, je suis au Sénégal pour les études. J'ai écouté tes histoires et j'ai voulu partager une histoire aussi que j'ai vécue moi-même. Je ne sais pas vraiment si c'est bon. Je crois que ça a l'air mystique parce que on était petits et on ne savait pas vraiment ce qu'on faisait. Voilà, à Moanda, il y a une entreprise, une grande entreprise qui du genre qui met bien à l'aise ses employés en fait. Les employés restent dans les cités, tout ça, machin. Mais à un moment donné, il faisait partie des enfants en colonie de vacances. Donc avant le Covid-19, des enfants partaient en colonie de vacances. Donc pour le parent qui voulait inscrire son enfant, qui voulait envoyer son enfant en vacances, pardon, il partait inscrire son enfant et on le validait pour aller en colonie de vacances. Voilà. Et l'histoire s'est passée, je crois, en 2010 ou 2011 comme ça. Voilà, mon père, vu que mon père, lui, il n'aimait pas nous faire partir chez les parents pour passer des vacances parce qu'il disait non, il n'aime pas entendre des bruits, on a dit, voilà ce qui s'est passé pendant les vacances. Donc, il préférait nous garder. Maintenant, lorsqu'il a eu l'occasion de nous mettre en colonie de vacances, voilà, il m'a mis en colonie de vacances. Et du genre, en colonie de vacances, c'est quand on quitte la ville où on est pour aller dans une autre ville, en fait. Et quand tu pars en colonie de vacances, ça te permet de visiter d'autres villes encore, de visiter les sociétés du Gabon, de visiter telle ou telle chose. Et nous, on est allé dans une autre ville nommée Bakumba du Gabon, en fait. On est allé à Bakumba. Voilà, on part à Bakumba. J'étais partie aux colonies de vacances pendant 2 années successives. Donc, la première année, tout s'est bien passé et tout. Et ça m'a motivée à y aller. Donc, en 2010, j'étais contente de partir en colonie, voilà, et tout. J'étais partie. Tout s'est bien passé. Et la deuxième année, on est allé en colonie de vacances. C'était bien et tout, machin. Jusqu'en colonie de vacances, ce sont des maisons. Ce sont des maisons de la Cité 4 où on nous loge en fait. Vu qu'on passait notre temps à la Cité 4, on mangeait aux minces et tout ça. Donc c'était du genre dans une maison comme ça qu'on nous logeait, nous les enfants des employés de l'entreprise là qui venaient. Et il n'y avait pas que nous, il y avait des personnes de la capitale, donc de Libreville qui descendaient aussi pour passer. Donc c'est n'importe partout en fait, d'autres qui étaient de Port-Gentil, d'autres qui étaient pour venir en fait, les enfants seulement de cette entreprise là pour venir passer la colonie de vacances, voilà en fait. Maintenant, on restait dans la Cité 4 là. Et on était dans les chambres, il y avait des compartiments par rapport à l'âge en fait. Il y avait la case, on nommait les cases des bleus, case des potamochères et tout ça. Donc moi, j'étais dans la case bleue. J'étais dans la case bleue. Et dans la case bleue, il y avait 3 chambres. Et on nous met toujours avec des tontines. Voilà, les filles étaient avec des tontines, des garçons étaient avec des tontons et tout. Vu que c'était mélangé en fait, garçons, filles et tout. Maintenant, moi j'avais peut-être 10 ans à l'époque, 10 ans, et on séparait des personnes, donc les plus petites et les plus grandes en fait. Maintenant, dans la case des plus grandes, il y avait une fille en fait, je vais nommer la fille là, Anne. Il y avait une fille en fait, elle pissait tout le temps au lit, elle pissait au lit, et elle dormait au lit d'en haut en fait. Donc à chaque fois qu'elle pissait au lit, elle indisposait celle qui était en bas. Mais on avait remarqué aussi une chose en fait avec elle, c'est que Anne, lorsqu'elle pissait au lit, quelques minutes après, elle tombait du lit, coucou, boum, au sol en fait. Lorsqu'elle tombait au lit, elle tombait du lit, elle restait, la position qu'elle est tombée là, DMJ, elle reste là, elle ne se lève pas jusqu'au matin. La position qu'elle est tombée là, elle ne se lève pas jusqu'au matin. Elle reste là, tranquille. On la bouge, on bouscule, rien en fait. Et puis c'était comme ça, la même routine, chaque jour, quand on dormait, c'était comme ça. Et les tontines le matin se levaient, oh non, c'est quoi ça? Pourquoi t'es comme ça? T'es une grande, vu qu'elle était dans la chambre en fait des grands de 12 ans. Pardon, je vais brancher mon chargeur. Elle était dans la chambre des grands de 12 ans et tout. Oh non, pourquoi t'es comme ça et tout? Tout le temps tu pisses au lit, t'es assez grande et tout. Et elle avait un gabarit en fait. Elle était assez grande, donc Anne était assez grande et tout. Un jour, il nous manquait peut-être à peine 4 jours. Et puisque quand on parle là-bas, on nous confisquait les téléphones. Avant quand les petits téléphones, les allo que les parents nous donnaient, en cas de, on les appelait. Mais là-bas, quand on arrivait, on nous confisquait les téléphones jusqu'à la fin de la colonie de vacances. Pour ne pas que ça distrait, pour ne pas que ça embrouille, des trucs comme ça. Maintenant, un jour, en fait, 4 jours avant le départ, c'était le 17 août, c'était le 16 août. Donc, il nous manquait 4 jours. On nous avait remis le téléphone le matin, en matinée. Oh non, voilà, il nous reste 4 jours, c'est plus trop longtemps. Vous pouvez prendre vos téléphones. Pour ceux qui veulent appeler les parents, il faut appeler et tout, les trucs comme ça. Et les tontons disent le 16 août. Tout le monde connaît que le 17 août, en fait, c'est la fête de l'indépendance au Gabon.
Et les tantines étaient allées pour la réunion parce qu'il y avait des responsabilités les responsables de la société qui étaient venus pour faire le point. Comment la colonie s'était passée et tout, s'il manquait des choses pour les 4 derniers jours et tout ça. Et donc ils sont partis en réunion, ils nous ont fermés dans la maison, dans la chambre. Et moi j'avais hyper mal à la tête ce jour-là, j'avais hyper mal à la tête. Et je suis allée dormir. Et l'autre chambre en fait c'était la plus grande chambre. Donc ça pouvait faire en sorte que même on transformait cette chambre-là en salon en fait. On transformait cette chambre-là en salon. Et donc du coup, quand je suis allée dormir sur mon lit et tout, toutes les filles se sont réunies au salon le 16 août. Et comme c'est le 16 août, on est dans une ville, Bakumba, là-bas c'est un peu du genre, les rites sont un peu respectés. Donc du genre le 16 août, des personnes passent avec des feux, avec des marques, les gens sont déguisés et tout, faire le bruit, chanter, parce que pour annoncer que bon, demain, c'est l'indépendance en fait. Pour annoncer que demain, c'est l'indépendance. Donc, ils passent avec des feux, des machins et tout, les trucs comme ça. Et donc, moi, je dormais et tout. Les filles étaient au salon, donc dans la chambre où je dormais, c'était là. En train de parler, en train de raconter, je sais pas de quoi. Moi, je dormais. Moi, quand je suis fatiguée, je dors, c'est KO en fait. Donc, je dormais. Et du coup, quand je dormais, je sais pas ce qui s'est passé parce qu'après, on m'a réveillée. Bon, après, bon, je me rends compte, bon, je dormais et tout. Les tantes nous ont bouqués dans la porte, dans la maison, elles sont parties avec les clés et tout. Et toutes les autres filles étaient au salon, tout de veille. Moi, j'ai dit, j'ai mal à la tête, je vais dormir. Je suis allée dormir et tout. Et après quelques minutes, je vois une de mes camarades, puisqu'on était dans la même cité à Mwanda, elle vient me réveiller. Non, tel, lève-toi. Il y a Anne qui est au sol. J'ai dit, ah. Je me lève avec mon mot de tête, je suis là, j'ai dit, mais j'ai mal à la tête, pourquoi tu me réveilles? Elle me dit, mais viens, Anne au sol. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, non, c'est elle maintenant qui me raconte le début, parce qu'après, moi, j'ai suivi la fin. Elle me raconte le début, elle me dit, non, du genre, on tente de veiller, on tente de parler. On a même regardé l'heure, il était 24h, 1h. On tente de parler et tout, des personnes sont passées pour chanter avec des feux et tout, et on a coupé le courant dans toute la cité, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, lorsqu'on a coupé le courant dans toute la cité, on a remis le courant. Lorsqu'on a remis le courant, un cafard est passé, et j'ai tué le cafard. Lorsque j'ai tué le cafard, Anne est tombée. Et quand Anne est tombée, on a coupé le courant. On n'a pas vu que Anne était tombée. Quand j'ai tué le cafard, on a recoupé le courant. Et Anne est tombée en fait. Lorsque Anne est tombée, après quelques minutes après, on a remis le courant. Le cafard avait disparu. J'ai dit, mais le cafard que tu as tué, oui, mais le cafard a disparu. Un truc, le cafard est passé. Et voilà Anne qui est au sol. J'ai dit, ah, on était là, nous tous on regardait Anne. On dit, Anne au sol, comment en fait? Elle est au sol, pourquoi elle est au sol? On ne sait pas. Donc, je me suis réveillée vite, je suis descendue de mon lit et tout. On était là peut-être plus de 15 filles. Et voilà, Anne au sol. 15 petites filles, hein, parce qu'il y avait des 10 ans, des 11 ans. Et les plus grosses, c'était des 12 ans. Voilà. Et donc, Anne faisait partie des personnes qui avaient 12 ans. Et donc, c'était un peu bizarre. Elle était au sol. Mais pourquoi Anne est au sol? Et on ne comprenait pas. On était là. Il y a heureusement qu'il y avait la fille d'un pasteur. Elle avait aussi 10 ans. On s'est dit, mon père, comme les gens tombent toujours. On était toutes petites. Comme les gens tombent toujours à l'église, on commence à prier. Donc, on va prier aussi pour que Anne se réveille. Parce qu'on a versé de l'eau, Anne ne se réveille pas. Donc, petite que nous étions, en train de chasser maintenant quelque chose qu'on ne connaissait pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc, c'est que feu. Donc, petite qu'on était feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et tout comme ça. Et on va Anne se réveiller. Lorsqu'on va Anne se réveiller, on coupe encore le courant. Quand on coupe le courant, on voit 2 hommes, DMG. On était dans une maison où les terrasses en fait étaient fermées. C'était un bel vitré, le genre de terrasse où il n'y a pas de porte. On a mis une petite terrasse, on a mis les grilles et tout. C'était fermé en fait, pas de porte, rien du tout. On voit 2 hommes devant la belle vitrée, donc du genre de l'autre côté. C'est une qui nous dit, bon, j'ai dit la fille là, Maï qui nous dit non. Mais les filles, regardez en fait, il y a 2 hommes là dehors. On regarde comme ça, là, tout le monde a eu peur. On allait se jeter sur le lit, chacune sur les autres et tout. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? La porte de la terrasse est fermée. Pourquoi les 2 hommes là sont là dehors et tout? L'autre est en rouge, l'autre est en blanc et tout. Mais ça c'est qui et tout? La porte là-bas de la terrasse est fermée. Pourquoi des personnes en fait passent par là-bas? À quel moment ils sont rentrés? Et pourquoi ils ne connent pas par la porte et tout? On avait toute peur en fait. On était là maintenant sur les autres, allongés sur les autres. Et voilà Anne maintenant. Anne était là et tout. Elle disait, laissez, ce sont mes oncles. Quoi? On était étonné. Ce sont tes oncles comment? Oh non, ce sont mes oncles. Mais pourquoi tes oncles viennent à l'heure là? On était toute petite. Pourquoi tes oncles viennent à l'heure là et tout? Pourquoi ils ne frappent pas? Est-ce qu'on autorisait d'avoir les visites et tout? Elle dit non, en fait,
L'heure a dépassé. J'ai dit, quelle heure qui a dépassé? Donc, on disait, quelle heure qui a dépassé et tout. Elle dit, non, en fait, ils sont censés venir me chercher. Le cafard que Maï a tué, parce que c'était Maï la plus chaude parmi nous, le cafard que Maï a tué, c'était eux, en fait. Ils venaient me chercher parce que c'est l'heure de partir. On dit, ah, c'est l'heure de partir où? Oh non, mais c'est l'heure de partir et tout. Chaque soir, mes 2 hommes viennent me chercher. On part se balader, on part manger, on part faire des choses et tout. On avait hyper peur. On dit, partez faire les choses comment? Vous mangez, vous partez dire oui, c'est comme ça, on mange, on part. Chaque nuit, c'est comme ça. Donc, des fois, même quand je tombe du lit, là, c'est parce que là-bas, ça a bousculé. Je tombe du lit, j'arrive plus à me relever. Donc, je me relève que le matin quand je rentre à la maison. Mais là, maintenant, ils me cherchent parce que l'heure a dépassé. Oh, DMG, le jour là, petite que j'étais, je comprenais rien. J'étais là, je disais, ah, donc toi, tu pars comme ça tous les jours, tu ne nous dis même pas. Tu pars comme ça, tu ne nous dis même pas que tu es en train de partir et tout. Elle dit non, parce que vous dormez, pas vous dire et tout. Et chaque jour, je viens me chercher, on avait peur. Sa soeur, un homme en question qui était chaud, dit jamais. Ça, c'est la sorcellerie, on va prier. Donc, on fait feu, feu sur toi. Donc, les choses comme ça, là, feu, feu, feu. Et elle s'est mise à rire, Anne. Genre, elle s'est mise à rire, elle écartait les yeux, elle s'est mise à rire. Donc, quand elle écartait les yeux, elle s'est mise à rire. Oh Seigneur! Nous tous, on était affaiblis. Nous tous, on était du genre sur le lit. Maintenant, je suis chacun dans son coin. L'autre s'est assise au sol là-bas. D'autres étaient debout. D'autres sont allongés. On était assis. C'est moi qui Mike qui était debout. Non! Les filles, levez-vous. Elle nous tirait. Non! Toi, lève-toi! Lève-toi! Pourquoi vous dormez? Levez-vous et tout. Il y avait que Mike qui était du genre. Pourquoi vous dormez et tout? C'est le démon qui en est là. Et puis, on ne sait pas pourquoi Mike, elle avait 12 ans, mais elle était du genre hyper développée. Elle était hyper jusqu'à présent. Je crois qu'elle prie même. Elle est chante dans une assemblée. Oh non, pourquoi vous dormez et tout? Vous voyez pas que c'est elle qui vous a affaibli? Levez-vous, levez-vous. Et elle riait. Quand elle riait comme ça, tout le monde était du genre, oh, mais c'est pas possible en fait. Elle rit quoi en fait? Nous sommes en train de parler d'un truc sérieux. Elle nous dit qu'elle sort de foi. Et pourquoi elle rit en fait? Elle rit pourquoi? Et on te l'a du genre, on avait hyper peur, on était maintenant à côté, on ne parlait plus avec elle. Jusqu'à ce que fait les 1h, 2h. Non, après, je me suis juste dit, après, il y a Sam, on va dire qu'il appelle Sam qui appelle. Maman, puis sa mère, son père, c'est un pasteur. Nous avons remis les téléphones, heureusement. Elle a appelé sa mère. Maman, on a eu ça et ça. Donc sa mère a prié pour Anne au téléphone. Après, elle a dit dormir déjà. Mais on a dit qui va dormir? Jamais, on ne dort pas en fait. Non, on ne dort pas. On attend les tontons ici pour leur expliquer. Donc, comme les tontons sont venus, on a sauté. On avait tellement peur, on pleurait et tout. Parce qu'on venait de vivre en fait quelque chose de dingue en fait. On pleurait. C'était trop bizarre en fait le jour là. On pleurait et tout. Et quand ils sont venus, on les a raconté, les tontons étaient là, maintenant ils ont demandé, ils ont parlé avec Anne. Anne disait, oui, ce sont mes oncles. Tous les soirs, ils viennent me chercher et tout. On part après on revient, ce sont mes oncles, voilà, et tout là, parce que l'heure avait dépassé, on était en train de veiller au salon. Et donc, c'était l'heure de partir. Voilà pourquoi ils m'ont prévenu. Mais comme Maï a tué le cafard qui venait me prévenir parce que j'étais en retard et tout. Voilà pourquoi les choses ont dégénéré comme ça, machin. Une fille de 12 ans, elle parlait et tout. On ne voulait même plus dormir avec elle, on ne voulait plus rien faire avec elle. Et tonton nous disait non, faut continuer à être avec elle. Et ils nous rassurent en disant non, mais la mère de San a prié pour elle, non. Donc c'est que c'est, ah bon, vous pouvez rester avec elle, c'est que tout est terminé en fait. Et nous, on avait toujours peur, il nous restait 4 jours en colonie de vacances. On avait toujours peur et tout. Et on disait, pardon, on ne sait pas ce qui se passe avec elle. Mais non, j'ai grandi. Lorsque j'ai grandi, je suis que, oh, là, il y avait quelque chose en fait. C'est un truc mystique qui s'est passé là et tout, machin. Et je ne sais pas en fait. Donc, la société là fait toujours partie des gens en colonie de vacances. D'autres au Cameroun, d'autres à Sao Tomé, d'autres c'est voilà en fait. Et donc, ils ont arrêté à cause du Covid. Je ne sais pas si ça va reprendre. Mais juste la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que c'est pas interdit d'envoyer ses enfants en colonie de vacances, voilà. Les enfants peuvent aller en colonie de vacances pour s'amuser et tout, parce que c'est pendant 1 mois, voilà. Et du coup, il faut faire très attention. Il faut prier pour vos enfants parce qu'on ne sait pas qui est qui en colonie de vacances. C'est toutes les ethnies qui sont réunies en colonie de vacances, c'est tous les enfants des cadres, les enfants d'ingénieurs, des enfants de... Donc on ne sait pas comment, dans la famille de qui la personne sort, dans la famille de qui la personne sort et tout. Et donc il faut prier pour vos enfants lorsqu'ils partent en colonie de vacances, pour demander au Seigneur de les préserver de toutes sortes de dangers. Parce qu'on ne sait pas si elle a pu emmener des personnes avec elle. On ne sait pas si elle a pu initier d'autres personnes dans sa sorcellerie ou quoi, mais c'est qu'elle sortait en vampire.
Elle sortait en vomissant, parce que c'est maintenant, c'est après que j'ai compris. Parce que lorsqu'on est revenu de la colonie, j'ai parlé de ça à ma maman. Et mes soeurs, elles ne me croyaient pas. Oh, tu inventes des choses. Je dis, je n'invente rien. Ça s'est passé. Je n'invente rien et tout. Oh non, c'est faux, tu inventes. Et maintenant, je comprends que c'était vrai en fait. C'était vrai. Donc, faut vraiment faire attention, les parents, voilà, faut faire attention à vos enfants et tout. Quand t'es pas ton connu de vacances comme ça, faut toujours prier pour les personnes. Faut vraiment prier parce qu'on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Voilà, c'était ça mon histoire. Je sais pas si j'ai été longue et tout. Voilà, likez, partagez pour que ça sensibilise plusieurs personnes. Merci à tous. Commentez, likez, partagez. Merci pour l'histoire. On passe à la 8e histoire rapidement. DMG, bonsoir, bonsoir. Vraiment, merci beaucoup pour tes émissions que je suis tout le temps, tout le temps. Je suis choquée et je suis choquée de tout ce que j'entends. Tu sais ce que j'ai vécu par rapport à ma mère, je t'ai dit qu'on a découvert la sorcellerie et tout. Imagine que je voulais te dire que la sorcellerie que vous savez, toute notre vie, c'est qu'une piège. Où tu as une copine, des amis, c'est comme si elle s'arrange toujours qu'on est attiré par des sorciers et des sorciers. L'autre fois, il y a un mois, je crois que je t'ai laissé un message qu'il y a une copain de mon fils, que son père est un pasteur, avocat au barreau d'Orléans, qui faisait la sorcellerie, complot de ma mère, mon frère dedans. Et comme je suis en train de soigner mon fils, comme je te le disais, à chaque fois, il vient négocier avec ces gens guérisseurs pour faire du mal à nous au lieu de soigner l'enfant ou de nous soigner. En fait, bref, tout le temps, c'est ça. Donc, à chaque fois, il fait des complots. Comme on a su qu'il fait des complots, toujours avec des gens, on démarque ces gens. Maintenant, il voit que j'étais allé faire un scandale il y a un mois dans l'église là, dans un petit quartier là-bas à côté, dimanche. Mon fils a failli. Ils ont repris contact avec mon fils. Heureusement, ma soeur s'est réveillée et dit, hey, Yannick, il a pensé. Il a vu mon fils, il voulait sortir. Il l'a attrapé. On est parti faire les scandales comme un malade dans l'église. J'ai crié comme un folle sur le pasteur là, avocat au barreau d'Orléans, avec son fils. Les gens m'ont attrapé pour sortir dans l'église. Explique, j'arrivais pas à expliquer, tellement que je suis énervée. J'ai expliqué les trucs, ma soeur l'a dit que depuis qu'elle fait la sorcellerie, détourner l'enfant l'écoutait plus que moi. Tous les mal qu'il faisait, moi j'accusais ma mère et tout. Or que c'était cet avocat était complice avec le lointain, avec le père de mon fils qui était un revenant ou un grand sorcier dans le secte de Rose-Croix que je ne l'ai jamais vu pendant tant d'années que j'ai accouché. Elle faisait du mal à mon enfant. Donc à chaque fois j'ai consulté, les gens me consultaient, me disaient son père, son père. Donc quand j'ai fait scandale là-bas, là, pas possible. Le responsable, c'est un Français, il m'a demandé, ouais, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu... J'ai dit non, ça fait un moment qu'elle détourne mon enfant, elle fait la sorcellerie et tout sur l'enfant, elle veut tuer l'enfant dans le monde de sorcellerie. Il faut qu'il arrête de tout suivre moi et ma famille. Ce n'est pas sa famille. Et comme mon fils est maintenant chez moi, il y a un moment, il dormait chez ma soeur, comme je suis jumelle. Et maintenant, j'ai récupéré l'enfant, fuit la maison pendant une semaine. Donc, je suis allée le chercher et tout, ramener à la maison. Parce qu'il est parti chez ma mère. Il dit, mais n'oublie pas que c'est une sorcière. Mais heureusement, ma mère était au pays, pas ici en France actuellement. Elle était partie en Afrique, au Togo, au Bénin. Non, c'était au Bénin. Pour faire la mauvaise chose. Quand on était là-bas, on sentait que c'était... On était vraiment attaqués. Tu sentais que c'était... Quelque chose bougeait, c'est fort. Donc après, elle est repartie au pays il y a un mois. Un mois et demi, je crois. Un mois et demi. Donc, il est là-bas. Il a essayé de prendre contact avec une connaissance que... J'ai repris connaître. Je ne sais pas comment il arrive à savoir tous les gens que je côtoie de loin, de près, c'est ça. C'est un truc de ouf. Donc,
Cette amie m'a appelé, oui, il y a une fille de ton beau-frère là, monsieur, fille de ta beau-père, cherche à me voir et dit que c'est ma mère qui veut le voir. J'ai dit, ben, c'est vos problèmes, hein. Elle veut te voir, moi, j'ai rien à voir avec elle. Et tout d'un coup, hier, un famille là, un grand-père de lointain, l'enfant, le fils de sœur de mon arrière-grand-mère, elle nous appelle. Oui, je vous appelle à propos de votre mère, vos problèmes là, ça a duré trop longtemps pour que vous faites la paix. Ma sœur l'a dit, elle aime la sorcellerie, elle aime faire du mal. Tous les sorcelleries que vous avez fait dans la famille, de nous faire du mal là. Avant, on était ignorants, maintenant on n'est plus ignorants. Continuez à faire vos sorcelleries, on n'est plus dedans. Il était gêné, il était pressé de raccrocher. Pressé de raccrocher. Donc vraiment, à écouter ton émission, il y a beaucoup de choses que je me posais des questions, j'ai eu ma réponse. Je me rends compte que les gens qui sont sorciers, c'est même pas la peine de pardonner. Parce que mon frère qui était sorcier avec ma mère, on l'avait pardonné. Ma mère a failli le tuer dans la sorcellerie. On a payé quelqu'un pour la soigner. Et c'est lui qui a l'origine de mettre le fils de avocat là devant mon fils pour piéger mon fils pour lui faire du mal. Ils ont volé son étoile. Ils ont volé son esprit, mettre dans une bouteille. L'enfant était zombie, l'ombre de lui-même. Plus présent. L'enfant qui cherchait des petits boulots, qui faisait des trucs. L'enfant, il tourne en rond dans la maison. Plus de force, plus de courage. Il fait que dormir. Avec la grâce de Dieu. DMJ. C'est dur. Quand tu as une famille sorcière et que toi, tu l'as pas, c'est compliqué. C'est dur. Très, très dur. Très dur. Mais ton émission, merci. Vraiment, merci beaucoup. Parce que ça nous ouvre les yeux. Ça rend... Moi, je croyais que, ils ont une partie de humain en eux que Dieu a créé. Peut-être, quand ils peuvent revenir à eux, ils peuvent changer. Mais je rends compte que c'est pas ça. Toute notre vie d'MJ, les copains, des amis, des copines qu'on croise, c'est que des sorciers, des mauvaises personnes. C'est un truc de ouf. C'est sur ton émission que je rends compte que peut-être il y a des gens qui ne possèdent pas la sorcellerie. Parce que c'était pas possible, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Rencontrer que des sorciers et tous les jours que Dieu fait. Hein? C'est incroyable. Mais j'espère qu'il y aura des gens qui ne possèdent pas la sorcellerie parce que c'est difficile à croiser moi-même. Hein? Parce que je ne comprends rien. C'est pas possible. Tout le temps, on a traversé un moment difficile d'MG. Très difficile. L'autre fois, je t'ai expliqué les histoires. J'arrive pas à expliquer. J'explique vite fait. Je suis en colère. Je suis énervée. J'arrive pas à expliquer les choses. C'est tellement beaucoup, c'est tellement énorme. C'est difficile. Ces sorciers-là, ils sont forts. Ils te piègent tout le temps. Ils te suivent à la lettre. C'est incroyable. Incroyable. Ils sont à la chance de voler l'étoile, les chances, l'énergie des gens. Même là où je travaille, une Ivoirienne. Elle a voulu me voler mon énergie, me faire du mal. Mais à la fin, c'est elle qui est en train de détester. Elle fait que des bêtises au travail. Elle s'est dit, les gens viennent me voir qu'elle est jalouse de toi. Elle est jalouse de toi. Moi, je dis, moi, je viens d'arriver. Qu'est-ce que je peux faire? Si elle est jalouse, elle... Mais jusqu'à les gens viennent me dire, Dieu t'aimait, Dieu t'aimait. Et DMG, les racks là, moi, je suis cariste. Tu enlèves les palettes qui sont lourdes jusqu'en haut pour mettre. Elle a tout tombé, ça partait. Vraiment grave. C'est grave. DMG, merci pour tout ce que tu fais, vraiment. Ça ouvre les yeux. Ça prend conscience. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 9e histoire. Voilà, ma deuxième histoire, c'est la suivante, si tu me permets de passer 2 fois. La seconde histoire, elle concerne les esprits toujours.
Moi, j'ai beaucoup avec les esprits parce que dès le bas âge, je pouvais voir les esprits, voir les desserts et tout. Donc, j'étais assez particulière et mes parents me le faisaient savoir à chaque fois. Donc, une histoire qui s'est passée dans mon enfance, c'était que avant le décès de ma maman, peut-être que j'ai déjà raconté l'histoire au plus tôt, la veille de son décès, vu qu'elle ne vivait pas avec moi, ma maman, elle ne vivait pas avec moi, elle m'a confié à sa grande sœur qui a été tout le temps de ma vie ma maman. Peut-être, je me dis, parce que le destin savait que elle ne serait pas là, ou juste parce que Dieu a voulu faire ainsi, parce qu'il savait ce qui allait se passer plus tard. Donc, la veille de son décès, ou la veille, pas forcément elle, mais la veille d'un décès dans la famille, je disais clairement à mes parents que voilà, telle personne allait mourir. Et le lendemain, c'était ce qui arrivait. Et plus j'ai grandi, plus cela s'est développé, mais après, avec la prière, cela est passé. Ce qui m'a le plus choqué, c'était quand j'avais perdu la femme à mon oncle. J'avais vu son décès, je crois, 2 à 3 mois avant. J'avais prévenu, on a prié et tout. Et quand elle était malade, nous sommes allés la voir. Dès que je l'ai vue, j'ai senti qu'elle était déjà morte. Donc quand on a commencé à prier et tout, je ne priais plus parce que moi, je savais déjà qu'elle n'avait plus d'âme, que c'était que son corps qui était là, quoi. Physiquement, elle était là, mais spirituellement, je ne vois pas spirituellement, mais genre, je ressens que elle n'était plus là. Donc, moi, déjà, je savais qu'elle allait partir. Le soir, on était là et aux environs de 2 heures, ils nous ont annoncé que elle était décédée. J'ai pas été surprise comme tous les décès de la famille. Généralement, je suis pas surprise, donc je pleure pas et les gens trouvent que j'ai la tête dure, je suis comme ça, je ne suis pas sensible. Mais je suis mentalement préparée, psychologiquement préparée, vu que Dieu, c'est comme si Dieu me préparait avant chaque décès. Spirituellement, moralement, psychologiquement, avant que le décès n'arrive. Pour que j'ai cette souffrance-là avant que la personne décède et que après le décès de la personne, je puisse vraiment me relever et tout. Donc, c'était un peu ça que je voulais raconter. Et je tenais à dire à ceux qui voient peut-être qu'ils ont des prémonitions, c'est pas forcément des prémonitions de mort. Il y a des cas où on a prié et la personne n'a rien eu. Et il y a des cas où, voilà, quand Dieu te montre et que, bon, moi, je priais pas forcément. Je me disais que lorsque je vois cette tard, j'ai prié pour une seule personne et cela n'est pas arrivé à la personne. Donc, je me dis que lorsque vous voyez ce genre de choses et que vous priez, vous confiez la vie de la personne à Dieu, il y a possibilité que cela ne se réalise pas. Si Dieu montre quelque chose, c'est pour comment dirais-je le mot, faire en sorte que cela n'arrive pas. Voilà. Et donc, ce que moi je conseille à tout un chacun, c'est lorsque vous faites des rêves, vous n'êtes pas obligé d'aller expliquer à tout le monde. Vous prenez votre temps. Je ne sais pas que vous soyez catholique, méthodiste, musulman et autres. Vous prenez votre temps personnellement, vous priez pour la personne, que ce soit vous concernant la personne. Avant tout, vous priez, vous confiez la vie de cette personne-là à Dieu et vous lui dites que bien vrai qu'il vous l'a montré, mais c'est lui qui peut décompter la situation et que si vous la montrez, c'est parce qu'il veut faire quelque chose et que cette chose-là, vous priez afin qu'il puisse le faire dans la vie de cette personne, que cette personne-là puisse rendre témoignage et que vous aussi puissiez rendre témoignage que il a fait en sorte que cette personne-là déchoue les plans du diable. Donc, moi, c'est comme ça et que, donc, maintenant, quand je vois des choses qui sont en rapport avec le décès, je prie sérieusement pour cette personne. Et cela ne lui arrive pas. Il y a aussi des cas où ce sont des bonnes choses. Les rêves ne sont pas que mauvais. Qu'ils soient bons.
qu'il soit bon ou mauvais dans les deux cas, il faut quand même prier pour recommander ses rêves à Dieu. Parce que quand ils sont bons, généralement, on a tendance à dire, ah, cela va m'arriver, on ne prie pas. Mais l'ennemi aussi a les yeux sur ce qui peut nous arriver de bon. Donc, ce que je peux dire, c'est de prier, que ce soit pour un bon ou pour un mauvais rêve. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 10e et dernière histoire. S'il vous plaît, écoutez attentivement. Surtout, likez et commentez. Dites-nous d'où vous regardez la vidéo en commentaire. Coucou, bonjour la famille DMG, bonjour à toute la communauté, bonjour à l'équipe, bonjour à tous les abonnés et à tous ceux qui m'écoutent. Avant toute chose, je vais vous demander de liker, de partager parce que ce qu'on fait ici, c'est pour sensibiliser. Alors moi, c'est la première fois que je monte sur... Enfin, que j'envoie mon histoire parce que c'est pas un live. J'envoie mon histoire sur WhatsApp. Et c'est une histoire que j'ai personnellement vécue. En fait, quand moi j'étais au lycée, j'ai grandi à Ebolova, je suis née là-bas. Quand j'étais au lycée, en classe de seconde particulièrement, je parlais avec un gars qui me courtisait depuis peut-être 3 ou 4 ans déjà. Mais ce genre de gars, il te drague depuis ton enfance, tu grandis sous ses yeux, mais voilà, on se connaissait quand même. Il n'allait pas à l'école avec nous, mais il avait un comptoir pas très loin de où ma mère travaille. Donc, de toute façon, quand j'allais voir ma maman après l'école, quand je rentrais parfois, il proposait de me raccompagner. Il avait un scooter, une moto. Et il proposait de me raccompagner et tout. Donc, un jour, quand je faisais seconde, il m'invite à un restaurant et il me dit, il faut qu'on parle sérieusement. Aujourd'hui, tu es une grande fille et toi-même, tu sais, c'est depuis que tu fais la classe de 5e que je te drague. Tu m'as dit que tu étais encore petite, tu veux prendre tes études au sérieux et tout. Mais là, tu es en seconde, je te vois déjà traîner avec les petits garçons de ton lycée et tout. Et moi, je veux juste que tu saches que j'étais là avant. Et moi, je t'attendais. Et je dis, ah, comment ça tu m'attendais? Moi, on ne s'est pas promis, je t'ai pas promis qu'on se mettrait ensemble un jour. Je t'avais juste dit que moi, je suis encore petite, moi, je ne fais pas encore ça et tout. Et tu as décidé d'attendre. Moi, je croyais même que tu allais te marier entre-temps. Il dit non, c'est toi que je voulais et tout. C'est toi que je veux toujours. Machin truc, je peux donner ma vie pour toi. Je peux mourir pour toi. Je peux même tuer pour toi. Bon, imaginez-vous en seconde, et quand quelqu'un vient avec ce genre de dévotion, je ne sais pas, peut-être le but était de me persuader, mais moi, ça m'a plutôt fait peur. En fait, moi, j'ai eu peur et je me suis dit, ok, bon. Peut-être il faut que je lui accorde un peu d'attention, un peu d'amitié. Puisque moi, je le voyais comme un frère. On a presque grandi dans le même secteur. On se voyait presque tout le temps et tout. Moi, je le voyais un peu comme un grand frère. On n'était pas dans le même quartier, mais ses parents avaient aussi une boutique pas très loin de là où ma mère travaillait. Donc, vu que lui, il a très vite arrêté l'école et il travaillait avec ses parents, il a très vite été indépendant, donc il avait beaucoup d'argent. Et il me faisait savoir, bien sûr, qu'il a beaucoup d'argent. Bon, sauf que moi, ça ne m'impressionnait pas. Donc, un jour, il m'appelait beaucoup. Du coup, un jour, mon téléphone tombe dans l'eau. Il essaie de m'appeler, ça ne passe pas et tout, et tout, et tout. Il vient quand même dans mon quartier. Il envoie un enfant de venir m'appeler. Et l'enfant arrive, il me dit, voilà, il y a un tonton qui te cherche dehors, il a une moto comme ça, il avait un scooter. Et je viens, donc le gars, il me dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec ton téléphone? Il dit que non, c'est tombé dans l'eau et mon frère a mis dans le sac de riz. Mon frère a mis dans le sac de riz et j'attends, voilà, il m'a demandé d'attendre, je suis en train d'attendre. Il me dit, non, de toute façon, ton téléphone, il était déjà tout vieux, voilà. Viens, on va à Itel. Donc, au centre-ville de Bolova, il y a une maison de téléphone Itel. Il me dit, viens, on va à Itel, je vais t'acheter un nouveau téléphone. Je lui dis, c'est trop beau pour être vrai, c'est bizarre. Il me dit, non, n'aie pas peur. Après tout, tu es quand même, avant toute chose, tu es quand même ma petite soeur du quartier. En plus, nos parents se connaissent, ils sont amis et tout. J'étais même avec ta mère tout à l'heure, tout le blablabla. Bon.
J'ai été tentée, du coup, je suis partie. Alors, on part, il me dit, choisis le téléphone que tu veux. Les Android étaient encore à la mode, les téléphones multimédia. Bref, les téléphones tactiles, voilà, étaient à la mode et tout, parce que je faisais seconde. J'arrive, je me dirige vers le stand des téléphones, des grands téléphones à écran tactile, machin truc. Et je choisis un téléphone Itel. Le téléphone là, je me rappelle, il a payé à 25 000. Il achète le téléphone, il me remet là sur le coup, tout. Je rentre, mes frères et sœurs m'intimident que, ouais, comment ton téléphone, tu as le plus grand téléphone de la maison, pourtant tu es parmi les plus petites de la maison, c'est monté, c'est descendu et tout. Il y a même un de mes grands frères qui voulait me sucer. Je lui ai dit que jamais le téléphone, c'est un cadeau. Donc, mes parents n'ont pas vraiment prêté attention, parce que si ma maman particulièrement voyait le téléphone, elle allait me demander qui t'a donné et peut-être elle allait me demander d'aller remettre. Donc, j'utilisais un peu en cachette. Donc, c'est comme ça qu'avec lui, on a commencé à parler. On se voyait très souvent. Mais à chaque fois qu'il me demandait de venir chez lui, je sais pas, mais à chaque fois, j'avais une amie. Bon, elle est toujours mon amie d'ailleurs. J'ai une amie qui me disait à chaque fois que allons ensemble. Bon, moi, avec cette copine-là, on se disait presque tout. Et c'était toujours du genre comme une coïncidence. À chaque fois qu'il me disait, voilà, je veux qu'on se voit peut-être à tel restaurant, à telle heure. 30 minutes avant, ma copine la débarque à la maison sans même que je lui demande de venir. Du coup, on se lève et on va ensemble. C'était pas trop dans le but de lui enfin, c'était un peu stocker de l'argent. Puisqu'on ne faisait que manger. Moi, je prenais pas son argent. Et à chaque fois, je marchais avec la fille et tout. Du coup, un jour, le gars m'invite chez lui. Et il me dit, voilà. Donc, avant ça, il avait voyagé. Il était parti à Fumban dans son village. Il a fait peut-être 2 mois par là. On s'appelait les premières semaines. Après, moi, je l'appelais plus. Vu que je ne sortais pas avec lui, c'est vrai qu'il me draguait. J'étais là, mais je ne disais pas oui, je ne disais pas non. On tournait comme ça. Même le simple petit bisou sur la bouche, on ne s'était jamais fait. On se voyait, on pouvait parler 15 minutes. Après, on passe. S'il veut me donner quelque chose, il me donne, il m'achète les chaussures. Il vient, il donne à mon petit frère. Mon petit frère, des trucs comme ça. Donc, moi, je ne le considérais pas vraiment comme un gars, mais plutôt comme un grand frère avec qui j'ai grandi, quoi. Donc, un jour, le jour qu'il revient de Fumban, il me dit, bon, voilà, je suis rentrée. Pourquoi tu ne m'as pas appelé entre-temps? Je lui ai dit que, parfois j'oubliais, parfois c'était l'école, parfois je voulais même écrire, mais la paresse, parfois et tout, je justifie ça comme ça. Et il me dit, ouais, en tout cas, moi-même, mon téléphone, j'étais dans la brousse. À un moment, je n'avais plus de téléphone. Là, je viens de rentrer. Demain, le lendemain devait être un samedi. Il me dit, demain, il faut venir à la maison. J'étais gardé beaucoup de choses, mais viens seul. Et je lui dis, mais depuis quand tu me conditionnes quand on doit se voir? Il me dit, non, viens seul. Je lui dis, c'est obligé. Il me dit, bon, pas que c'est obligé, mais je préfère que tu viennes seul. Le fait qu'il me dise, je préfère, moi, je me suis dit que, à défaut de tes préférences, je peux quand même faire ce que je veux. Alors là, je n'avais même pas l'intention de partir avec quelqu'un à la base. Parce que quand il m'a dit, viens à la maison, je me suis dit, ok, je vais quand même partir. Puis c'était à partir chez lui une ou 2 fois, mais j'étais avec ma copine là. Donc, quand il me dit, viens seul, je décide directement de venir avec ma copine. Pourtant, j'aurais pu venir seule. Je lui dis d'accord, mais je ne lui dis pas que je vais venir avec la fille. On se donne l'heure et tout. Il me dit, j'étais gardé de la viande, machin truc, et une Malta. Bon, je te prends combien de Malta? Parce que moi, je prends pas l'alcool. Je te prends combien de Malta? Je lui dis, ça dépend, même une sera assez. Hein. Mais on ne sait jamais, prends quand même 2. Parce que dans ma tête, je savais que je vais venir avec la fille. Donc, il me dit, ok, viens à 16h. Je dis, ok. Mais ce que tu sais bien que ma mère à 18h, elle est à la maison. Donc, 16h, on n'a que 2 heures de temps. Il ne faut pas que, quand ma mère me cherche, c'est la folie au quartier.
Maintenant, je dis à la fille qu'il a même dit que je vienne seule. Mais ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que j'arrive seule et tu attends même 20 minutes comme ça. Tu m'appelles, tu fais genre, tu as un truc urgent. Là, je te demande de passer me chercher. Tu dis même encore 10 ou 15 minutes. Tu viens maintenant me chercher chez lui et tout, et tout, et tout. Elle me dit, ok. Je pars quelque part. En route, j'avais peur parce que la fille et moi, on a marché ensemble jusqu'à un certain niveau. Elle est allée se placer sous un manguier. Elle m'attendait. Moi, j'avais peur. J'arrive, j'avais un truc, un sixième sens qui me disait, où tu pars là? Où tu pars? Ça s'annonce mal et tout. J'entre quand même, je vois, tout est nettoyé, tout est nickel. Sur sa petite table, il y a une liasse de billets, les billets de 10 000 et tout, et tout, et tout. Il me dit qu'il va se laver. Et que donc tu m'as appelé pour aller te laver. Pourquoi tu ne t'es pas lavé avant que je n'arrive? Il dit que comme il travaillait et tout, il prend la viande dans le papier ciment. Enfin, on avait emballé dans le papier ciment et tout, comme on fait au pays. Il prend de la viande, je ne sais même pas la viande, c'était de la viande de quoi, je ne sais pas. La viande brisée, il vient, il pose devant moi, mais c'était beaucoup. Il vient, il dépose devant moi et il me dit, mange pendant que je vais me laver. Près de la viande, il y avait une liasse de billets de 10 000, je me rappelle. Maintenant, quand j'essaye vraiment d'ouvrir le carton, il y a une petite odeur qui dégageait. Ça m'a donné directement les nausées. Et j'ai été dégoûtée. Donc, même goûter la viande, je n'ai pas pu goûter. Je commençais à être indisposée parce que je sentais une odeur que je sais pas c'était quoi, mais ça me dégoûtait en tout cas. Je sais pas, mes yeux ne faisaient qu'aller sur l'argent. Moi, je ne vole pas. Je sais pas, c'était une façon de me tenter, je sais pas trop. Mais je regarde l'argent et quand j'essaye de regarder derrière, il y avait un truc bizarre qui attirait mon regard. C'était même pas trop l'argent. C'était un truc comme une petite boule marron en cuir. Bref, c'était un truc bizarre, comme une boule avec une forme comme un losange, comme ça, en cuir, derrière, un peu. C'était pas très loin de l'argent, c'était un peu collé avec l'argent. Donc, c'est ça qui attirait mon regard, en tout cas. C'est avec les petits fils rouges, les petits insignes bizarres. Je regarde, je dis non, mais je rêve ou quoi. J'espère que on n'est pas dans les films nigériens ici, machin. Je commence à entrer en panique. Je vois les trucs qui n'existent même pas dans ma tête. Parce que moi, c'est comme ça, quand j'ai peur, il suffit que j'imagine un truc, j'aurais vraiment l'impression que c'est ça. C'est ça. Je commence à imaginer des trucs. Du coup, je prends vraiment peur. Le gars finit de se laver. Il me dit, pourquoi tu n'as pas mangé? Il n'est même pas encore vraiment entré dans la maison. Il me dit, pourquoi tu n'as pas mangé? Il dit, qui te dit que je n'ai pas mangé? Il me dit que non, je sais que tu n'as pas mangé. Parce que si tu avais mangé, j'aurais su. Ça, déjà, ça attire mon attention. Je me dis, mais comment ça, tu aurais su? Bref. Il dit que non, le truc, c'est que je n'aime pas trop la viande ici. C'est la viande de quoi? Il me dit, ben, c'est la viande du beurre. On a mangé la viande du beurre là-bas au quartier à Oussa et tout. Il dit, ah non, moi, je n'aime pas quand on fait ça comme ça. Parce que ça a une odeur bizarre, ça m'a un peu dégoûté. Il me dit, mange même un morceau. Je dis, non. Il dit, non, mais j'ai fait ça pour toi, hein. En fait, j'ai commandé ça spécialement pour toi. Ça vient de Fumba. Il a dit que non, c'est pas... Entre-temps, j'avais oublié ma copine dehors. Donc, tellement... Il y avait trop de trucs qui se passaient dans ma tête à l'instant que j'ai oublié mon coup avec la fille dehors. Maintenant, la fille aussi, elle commence à s'impatienter. Elle m'appelle. Pourtant, c'est moi qui devais l'appeler même au début. C'est même moi qui devais lui faire un message que maintenant... Je devais juste lui dire maintenant pour qu'elle lance l'appel. Vu que moi, je n'ai pas dit maintenant... Elle m'appelle directement et je lui demande donc de venir. On monte le coup comme on avait prévu. Il me dit, c'est quoi, ta copine vient? Il dit que lui, elle vient me chercher parce qu'on avait un truc à faire. C'est vraiment important et tout. C'est pour l'école. Parce que quand je disais école comme ça, lui savait qu'il ne peut rien me dire si elle a parlé de l'école. Et qu'on a un truc de l'école, un devoir d'école aussi à faire, machin. Et comme tu avais insisté que tu veux me voir, je me suis dit que mieux je viens quand même parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu et tout. Il me dit que ouais, donc aujourd'hui, il n'y aura même pas un bisou pour moi. Il dit que non, moi, il t'a dit qu'on ne sort pas ensemble. Il me dit que tu es ma femme. Il dit que non, Il me dit que non, tu es ma femme.
Tu sais que tu es ma femme, non? Je lui dis que quelle femme? Je ne suis pas ta femme. Il me dit, non, 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 tu es ma femme. Parce qu'au début, il parlait comme s'il blaguait. Moi aussi, je répondais comme si, en blaguant, parce que voilà. Il insiste jusqu'il est sérieux. Je le regarde dans les yeux, ses yeux commencent à devenir. Je lui dis que je ne suis pas ta femme. Je le regarde dans les yeux que je ne suis pas ta femme. Et si c'est pour ça que tu m'as appelé ici, là, moi, je préfère partir. Je porte mes babouches, je veux sortir. Je vois que la porte est fermée. Je le regarde, je dis que ouvre la porte, moi, je vais partir. Il me dit, tu dois d'abord accepter que tu es ma femme. Je dis que je ne suis pas ta femme. Que ce soit maintenant, que ce soit demain. Je ne suis pas ta femme. Il s'assoit sur le lit, que je vais alors voir comment tu vas sortir. La fille aussi, vu qu'on avait à parler au téléphone, elle vient, elle toque. Quand elle toque comme ça, là, il s'est un peu calmé. Il vient, il l'ouvre, il la salue comme si de rien n'était. Je sors, je ne dis même pas au revoir, je pars. Il appelle la fille, dit à la fille que viens quand même prendre l'argent de taxi. Ta copine est fâchée, je ne sais pas pourquoi. Prends l'argent si tu lui donnes. Il dit à ma camarade là que si tu prends l'argent là, on ne se parle plus. Parce que moi, je suis un peu comme ça. Et si je suis fâchée contre quelqu'un et qu'on marche ensemble, moi, dans ma tête, c'est que normalement, tu dois aussi être fâchée contre la personne. C'était pas trop que j'étais méfiante parce que je voyais le danger. Non. Moi, c'était un problème d'ego. Donc, et de loyauté. Je dis à la fille là que si tu t'associes avec lui, on ne se parle plus. La fille dit que non, maman, toi-même viens lui donner. Là, commence à faire ses caprices là. Moi, je ne veux pas et tout et tout. Et que viens prendre, non, regarde d'abord ce que te donne. Il tendait 2 billets de 10 000 à la fille. La fille me dit que, mais c'est quand même 20 000. Je suis sûre que tu veux te fâcher pour 20 000. Je demande à la fille que quand tu me regardes, je suis à 20 000 près. Bon, en même temps, c'est pas comme si je n'étais pas à 20 000 près. Moi, c'est seulement la bouche. Donc, c'était seulement pour parler comme ça. Et que je suis pas à 20 000 près, on part. Comme ça qu'on part. Même si dans mon cœur, je savais que peut-être j'ai même besoin des 20 000 là. Mais comme il a commencé à refuser, je me suis appuyée sur ça que je ne veux pas. Je pars. Maintenant, on arrive à la maison. On parle un peu, je lui raconte qu'il m'a donné une viande, c'était avec une odeur bizarre que je ne connais pas, machin, tout, j'ai même pas mangé, même la malta qu'il m'a donné, même ouvrir. Je sais pas, quand je suis entrée dans la maison là, aujourd'hui là, c'était bizarre, c'est comme si je me sentais pas trop dans mon univers, c'est comme si je n'étais même pas sur la terre, machin, tout, je voyais, j'imaginais les trucs bizarres jusqu'à ça m'a même effrayé moi-même. La fille rit, elle se moque de moi, après on se sépare, elle rentre. La nuit, je rêve que le gars est dans ma chambre et il demande à coucher avec moi. Je lui dis non. Il insiste. Je lui dis que de toute façon, moi, je n'ai même pas encore commencé à coucher avec les hommes. Et même si j'avais commencé, ce n'est pas avec toi. Il me dit que tu es ma femme. Et même dans les rêves, il dit que je ne suis pas ta femme. Je ne suis pas ta femme. Il me dit que même le nom que tes parents t'ont donné là, c'est le nom qui est désigné pour la femme que je vais épouser. Il dit que jamais. Tout le monde n'est pas parenté. Mes parents ne te connaissent même ni d'Adam ni d'Ève. Et machin truc. Même dans les rêves, je refusais. Il me dit donc que bon, ok, même si tu n'es pas ma femme, on doit quand même coucher ensemble. Il me dit que je ne couche pas avec toi. Il me dit que ok, si je ne veux pas coucher avec lui, que que j'utilise que je lui fasse jouir, un truc comme ça. Excusez-moi pour le terme, mais c'est que je ne sais pas comment il veut coder le genre de mots là. Il me dit, il faut que tu me fasses jouir quand même avant que je ne sorte d'ici. Et que je ne te fais pas jouir, je ne suis pas ta femme, c'est pas mon travail. Il me dit, pour tout ce que j'ai fait pour toi, il faut que tu me fasses jouir. Il dit, je refuse. Il me dit, bon, même si je ne veux pas coucher avec toi, utilise tes mains pour me faire ça. Il dit, je ne veux pas utiliser mes mains. Il dit, ok, ouvre seulement alors la bouche, tu fermes les yeux. Donc, il me disait des trucs bizarres dans les rêves. Tout ce qu'il demandait, je refusais. Jusqu'à ce que il a commencé à se fâcher. J'ai vu comment... En fait, j'avais l'impression qu'il se métamorphosait dans le rêve, de colère en tout cas. J'accepte donc de faire avec les mains. Il me dit, ok, vas-y alors, je me déshabille et tu n'auras qu'à frotter quoi sur tes mains et tout. Et il dit, ok. Je tourne ma tête. Ça, on est dans le rêve. Je ne sais même plus dans quelle maison on était, mais je sais qu'on était dans un endroit où il n'y avait personne. On n'était que deux. Je tourne dans ma tête, je vois une bouteille. Il me dit, prends le truc qui est sur la bouteille, là, tu mets sur tes mains et tu viens me toucher avec. Je pars, je m'avance vers la bouteille, je m'avance. Quand je suis déjà à un doigt de toucher la bouteille, il y a ma petite soeur qui me réveille. Dieu merci, je me suis réveillée de là, j'étais en sueur. Et ma petite soeur, mais
est-ce que normalement aujourd'hui, il y a classe aujourd'hui, normalement c'est dimanche, non? Pourquoi tu me réveilles brutalement comme ça? Elle me dit que c'est parce que j'étais en train de trembler, que je dormais, j'étais en train de trembler. Et elle a eu l'impression que j'étouffais, les trucs comme ça. Et que pourtant, moi, je n'ai pas senti mon sommeil agité. Elle me dit que non, tu faisais les gestes bizarres. C'est comme si tu étais en train de trembler de peur et tout, et tout, et tout. Et j'ai en tout cas, merci parce que j'étais en train de faire un mauvais rêve là, comme ça. Chance que tu m'as même réveillée. Maintenant, je me réveille, je prends mon téléphone. Le premier réflexe, je prends mon téléphone pour manipuler. Je vois qu'il m'a écrit « Bonjour, je m'excuse pour hier. Je veux qu'on parle aujourd'hui. Je tiens vraiment à te donner ce que je t'ai gardé. » Et je dis « Hey. » Le gars, c'est là, ça commence à faire un peu trop d'un coup. Ok. Je lui dis que la condition pour que je prenne ce que tu m'as donné, c'est que toi, maintenant, tu te déplaces parce que j'étais chez toi hier, ça s'est très mal passé. Je préfère que tu viennes me donner ce que tu m'as gardé ici chez moi. Il me dit, ok, dans ce cas, moi aussi, je pose ma part de condition. Je ne vais pas venir avant 23 h. Je lui dis que comment ça doit, je vais rester éveillé jusqu'à 23 h. Demain, il y a cours. Moi, je pars à l'école lundi. Demain, moi, j'ai classe. Je ne peux pas rester éveillé jusqu'à 23 h. Et pour que tu viennes, je fais un petit aller-retour. Là, je sors de la maison par la fenêtre juste pour aller prendre ce que tu es venu avec. Et je rentre. Il me dit qu'en tout cas, je vais venir à 23h45. Donc, le temps de parler et tout ce qui est, c'est qu'à minuit 10, tu seras déjà chez toi. J'essaie de capter l'intervalle entre 23h45 et minuit 10. Il me dit, pourquoi il prend cette transition-là? En fait, je ne comprenais pas pourquoi il était trop précis sur les heures. Je dis, de toute façon, si tu ne viens pas à 17h, un peu avant que ma mère ne rentre du travail, moi, de la réunion, pardon. Un peu avant que ma mère ne rentre de la réunion, moi, je ne pourrais pas sortir. Et c'est comme ça qu'on recommence à se disputer jusqu'à qu'on arrive au niveau où il me demande de lui donner tout ce qu'il m'a déjà acheté. Et que c'est soit je viens prendre ce qu'il me propose, soit je lui remets tout ce qu'il m'a déjà donné depuis mes 12 ans qu'on se connaît là. Donc, même les petits trucs, il me redemande tout. Même l'argent qu'il m'a donné, le même argent, il m'a dit que tu ne sais même pas à qui tu as fait. Comme les filles des bolos vont aussi la bouche comme quoi, là, ils commencent à l'insulter. Oh, tu m'as d'abord donné quoi? Oh, machin, tu crois même que tu es quoi? Oh, le petit téléphone. Et pourtant, c'est ça que j'utilisais. Il dit que d'abord, viens même prendre ton téléphone ici. On m'a mis à trop gronder à la maison avec ça. Tout ce dont je me rappelais, j'avais même déjà emballé. Il me dit que ce n'est pas, il cite tout. Que voilà, j'ai ça. Il faut que tu viennes même prendre, tu viennes même débarrasser de ça. Il me dit que ce n'est pas tout. Il y a aussi l'argent. Il dit que ok, fais le total de tout ce que tu m'as donné. Tu m'envoies ça dans un message. Et je vais te donner même le double. Bon, ça, c'est la longue bouche des filles. Je vais te donner le double et tout. Il me dit que tu blagues avec moi. Tu ne sais même pas qui je suis. Moi aussi, je n'arrête pas de parler. Que tu crois que tu es quoi? Moi-même, tu sais qui je suis. Oh, machin. La bouche dans le vide, ça. Je parle jusqu'à ce que le gars me dit, ok, je vais te montrer qui est. Bon, je ne sais pas si je peux mentionner son nom, mais il m'a dit ça dans le message. Je vais te montrer qui je suis vraiment. Je lui ai dit que de toute façon, tu ne me fais pas peur. C'est comme ça que je le bloque. Je reste, mon cœur commence à battre, je commence à avoir les frissons bizarres. J'appelle maintenant un de mes amis servants de messe, parce que moi je suis catholique à la base et à l'époque j'étais très pratiquante, j'allais beaucoup à l'église. J'appelle un ami qui est servant de messe, je lui explique un peu que voilà ce qui se passe, machin. Il me dit que ok, cette nuit on ne va pas dormir, on va veiller dans la prière. Je dis ok. C'est comme ça que toute la nuit, on a prié au téléphone. Prier. Je lis la Bible, je prie avec mon ami et tout. Il ne s'est rien passé le matin. Je suis allée à l'école. Il ne s'est rien passé. Tout allait bien et tout. Il m'a dit, ne relâche pas. Il faut prier sans cesse. Il ne faut pas lâcher prise parce que le diable est comme ça. Il va attendre un moment de faiblesse. Quand tu vas laisser la faille, il va frapper. Donc, si il a promis de te faire un truc, il va certainement le faire et tout. Surtout que tu avais vu les signes ici et là et tout. Il dit, d'accord. C'est comme ça que le gars, il a dit, bon, je n'avais plus de ses nouvelles.
Je ne lui écrivais plus, lui non plus, vu que je l'avais bloqué partout, j'ai supprimé son numéro. On est resté... Le mois d'après, il y a eu une rumeur, là où ma mère travaille, là, que le gars est porté disparu. Apparemment, il aurait eu, je sais pas, il aurait eu un accrochage avec une fille dont les parents sont un peu compliqués, un truc comme ça. Et donc, c'était une sorte de guerre mystique entre le gars et les parents de la fille. Un truc comme une petite fille aussi qu'on connaît très bien d'ailleurs. Mais moi, je savais même pas que les deux se connaissaient. Donc, le gars est porté disparu. On dit qu'il est parti à l'est pour chercher la marchandise et il a disparu dans la brousse. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de ses nouvelles. Rien. Bon, je ne sais pas. Quelque part, je dis merci parce que ce sont la prière de mes parents, surtout de ma mère, qui m'a peut-être sorti de cette situation-là. Parce que des histoires comme ça, j'en ai connu tellement. Des histoires où j'étais à ça de tomber dans le trou de manière spontanée comme ça. Je me retrouve sauvée sans même prier. Parfois, c'était même sans même prier. Je me dis, c'est peut-être la prière de mes parents ou de mes ancêtres, parce que mon père, lui, il n'est pas chrétien. Lui, il est plus traditionnaliste et ma mère, elle est chrétienne. Donc, c'est un peu des deux. Bon, je ne sais pas de quel côté le secours vient souvent, mais à chaque fois, j'ai toujours su sortir des mailles du filet. Mais sinon, des tentations comme ça, j'en ai, mais vraiment beaucoup. Donc, voilà un peu pour la petite histoire. Bon, maintenant, le conseil que je tiens à partager avec vous, c'est d'écouter vos parents. Parce que moi, tout ça, c'est la têtutesse qui m'entraînait même dans les trucs comme ça. Parce que quand je me rappelle bien, quand lui et moi, on commence à se rapprocher, ma mère me pose des questions plusieurs fois sur nous. Je dis, ah non, je ne le vois même pas. C'était un hasard. Si tu nous as aperçus, c'était un hasard. Je lui disais pas la vérité. C'est vrai qu'il n'y avait pas concrètement une relation entre nous. Mais elle m'aurait évité même de me retrouver en train de prononcer les trucs comme ce qu'on s'est dit là, ou qui me disent des mots comme quoi je vais te faire un truc et tout. Ça nous aurait évité ça, parce que j'avais vraiment eu peur et tout. Donc, vraiment, écoutons nos parents et soyons vigilants dans tout ce que nous faisons. Voilà, c'est un peu ça pour la petite histoire. Merci pour ces histoires, merci pour l'histoire. Et on se reprend demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui ont partagé, à ceux qui ont liké, les actifs dans les live chats là. Merci à vous tous. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. Ciao.